Bonjour à tous. Alors, vous êtes en train de vous connecter. On accepte au fil de l'eau toute la file d'attente. Ravi de vous retrouver. Il y en a que je vois qui sont passés d'un live à un autre. Bonjour à tous. Alors, des petites consignes que vous pouvez, à mon avis, assez facilement noter. On vous a tous fait rentrer avec le micro coupé. C'est tout simplement pour éviter les « Ah, ça marche, j'entends pas ». Vous savez ce qu'on peut se dire. Et puis, pour éviter, pour permettre peut-être de mieux entendre aussi les propos d'Audrey, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui nous est cher, en fait. Et puis, pour la petite anecdote, c'est assez rare. On était passé du côté l'optimisme.com, en fait. C'était au tout démarrage. On a voulu parler du poids des mots dans la société avec un grand S. Et on s'est dit, mais en fait, le sujet, il est incroyablement pertinent dans le monde de l'entreprise. Du coup, on vous a invité aujourd'hui, Audrey, à faire une petite pause, ce qu'on appelle des pauses café avec nous. Mais on n'est pas dans des pauses café passives. Hein. On va quand même apprendre pendant une petite heure ensemble. Alors, Audrey Chapeau, moi j'adore parce que quand on prépare toujours quand même ces Zooms, hein, on a l'impression qu'on part dans tous les sens, mais non, c'est pas tout à fait dans tous les sens. Et vous m'avez dit au démarrage, vous êtes indologue. Du coup, ça commençait bien parce que du coup, j'ai appris un mot, le mot qu'on pouvait être indologue dans la vie. Et vous avez, par contre, votre sujet aujourd'hui, c'est l'anthropologie, mais vous êtes aussi, vous faites beaucoup de conseils de stratégie dans le monde de l'entreprise parce que l'anthropologie, finalement, s'applique dans tous les domaines. Est-ce que vous peut-être en quelques mots, pas trop long, parce que je sais que vous avez un CV, c'est une ligne de ces listes à la Prévert comme on connaît bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être en quelques mots le parcours, pourquoi le monde de l'entreprise, pourquoi l'anthropologie? Oui, alors bonjour Catherine. Ça fait du bien de se faire mousser comme ça de temps en temps. Non, mais ils le savent, je suis toujours fan des gens qu'on interviewe. C'est pas juste pour prendre quelqu'un, c'est parce que le livre, le propos, l'angle, la personne nous a plu et donc c'est toujours sincère. Voilà. Merci. Alors oui, indologue, c'est un terme savant pour dire que j'ai étudié les civilisations indiennes. Donc ça, c'est un peu de l'histoire ancienne, on va dire. C'était une première partie de carrière. Et effectivement, depuis maintenant une douzaine d'années, je suis passée du côté de l'entreprise, même si maintenant je fais vraiment évoluer mes pratiques. Alors l'anthropologie, c'est comprendre comment les gens fonctionnent ensemble et comment ils vont structurer le fait d'habiter ensemble. Alors habiter ou travailler, l'entreprise est un terreau, on va dire, pour l'anthropologue, comme n'importe quel type de communauté peut être un terreau pour l'anthropologue. Alors moi, je suis arrivée dans le monde de l'entreprise un petit peu par hasard, dans le sens où ce qui m'intéressait, c'était le sujet de l'interculturalité, mais l'interculturalité au sens très large. Donc les interculturalités, donc aussi bien ce qui se passe avec la mondialisation et le fait que des personnes de culture nationale différentes travaillent ensemble, des Américains, des Chinois, des Burkinabés, des Russes, etc. Mais c'est aussi le fait de mixer les diversités, donc les jeunes diplômés avec des seniors, les métiers différents, entre un comptable, un ingénieur, un juriste, un RH, etc. Ce sont à chaque fois des univers différents qui doivent se rencontrer et faire ensemble. Donc voilà, moi c'était ça l'idée, c'était travailler sur les interculturalités, parce que l'anthropologie donne des outils d'observation et d'action que je trouvais intéressants. Et puis voilà, après ça s'est décliné de différentes manières, et là où effectivement j'intervenais sur du conseil et de la formation en entreprise, sur des problématiques stratégie, développement RH, etc. Aujourd'hui, j'interviens vraiment sur de l'aide à la réflexion et plus du tout sur des missions de conseil et de formation. Et puis, ça déborde l'entreprise, en fin de compte. Bien sûr. Un microcosme, mais représentatif de ce qui se passe dans la société. Donc, avec les transitions actuelles, ce sont les sujets.
Et c'est très vrai, quand on parle d'interculturalité, on a toujours tendance à ne penser que d'où on vient en tant qu'humain, mais en fait, c'est aussi dans quelle division de l'entreprise on travaille, etc., etc. Moi, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, justement, quand on a parlé de ça. Pendant longtemps, votre baseline, ça a été... Alors, pardon, je fais un anglicisme, c'est pas le jour, Catherine. Votre baseline a été adaptée et alignée croyances, comportements et organisation. Euh, Peut-être, on va reposer tout un tas de définitions. C'est quoi une croyance? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce mot? Alors, en fait, donc, quand je me suis installée à mon compte, donc en 2012, effectivement, j'ai pris cette baseline en réaction à ce qui se passait lorsque j'intervenais en tant que salariée et où très souvent les discours sur stratégique au sens large, hein, peu importe après le type d'entreprise et la taille de l'entreprise, on était souvent sur des problématiques à cheval sur les valeurs. Et ça m'interpellait énormément. Alors, on va certainement y revenir là pendant l'échange, mais pour moi, les valeurs, c'était quelque chose de relativement bancal, pris de la manière dont c'était pris. Et donc, je me suis dit, si on veut vraiment... Parce que la question de fond, c'est quoi? C'est faire en sorte que chacun s'épanouisse au mieux dans son travail tout en contribuant au mieux pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas avec des valeurs qu'on va y arriver, ça. C'est avec des croyances. Les croyances, c'est ce en quoi on croit. Alors, ça paraît bêta de dire ça comme ça, n'empêche que quand on interroge les personnes sur collaborateurs, salariés ou autres, sur les valeurs de l'entreprise, bon, ils disent voilà, le terme est sympa, mais ils ne se retrouvent pas forcément tous dans ces termes-là, et en tout cas, ils ne se retrouvent pas tous dans les déclinaisons de ces valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs, c'est quelque chose qui est très externe à soi-même. C'est comme un exosquelette, c'est imposé. C'est imposé par l'entreprise, par la gouvernance, par les dirigeants, par l'histoire de l'entreprise, pour plein de raisons. C'est extrêmement utile, mais ce n'est pas ça qui va aider les collaborateurs à s'impliquer, à créer un esprit de corps, etc. Ça va être les croyances. Pourquoi? Parce que les croyances, ça vient de l'intérieur. C'est ce qui fait qu'il y a la petite flamme intérieure qui va jaillir et être entretenue et s'entretenir. Donc, adapter et aligner croyances, comportements, c'est indispensable pour être cohérent et donc donner le plein potentiel de ce que l'on peut donner pour l'entreprise dans laquelle on travaille. Voilà, c'était un petit peu une sorte de mise à jour et de critique sympathique, mais Ouais. quand même par rapport à ce qui se faisait. Mais c'est assez incroyable parce qu'on parle sans arrêt de valeur. En ce moment, le mot valeur est hyper à la mode. Et c'est vrai que quand on entend le mot croyance, je crois qu'il y a quelque chose d'assez... D'ailleurs, j'ai dit je crois, de fait. On a peut-être cette impression que c'est quelque chose d'assez... alors, je dirais pas mystique, mais à la limite du religieux et que la croyance peut être manipulée. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a quelqu'un qui demande quel est pardon, quel est, dans ta vision, le lien entre croyance et conviction? Est-ce qu'on peut être... Est-ce que c'est politiquement correct de parler de croyance? Alors, c'est la réaction que j'ai eue les premières années, avant que ça vienne... Parce que maintenant, il y a pas mal d'entreprises et de consultants, etc., qui sont amenés à travailler sur les croyances, ce que je trouve très, très bien. Moi, je suis vraiment partisane de ça. Mais c'est vrai qu'au début, on me disait, mais tu ne peux pas parler de croyances en entreprise. On est dans un pays laïque. Alors, bon, honnêtement, pour moi, ça me paraissait complètement étrange, en fin de compte. C'était pour moi un ovni que d'entendre dire, mais tu parles de croyances alors qu'on est dans un pays laïque. Moi, je ne voyais pas le rapport. Pourquoi? Parce que évidemment que la croyance, c'est subjectif, évidemment. Mais on s'en fiche d'être objectif, on est des êtres humains, donc l'objectivité pure n'existe pas. Ça c'est encore un dogme scientifique, scientiste presque qu'on essaie de nous impulser comme ça. Ça fait partie de tous ces conditionnements avec lesquels on a grandi, avec lesquels on vit. Donc, mais tant mieux qu'il y ait du subjectif. Enfin, c'est ça aussi qui fait la richesse, le vivant. Le vivant, ce n'est pas avec quelque chose d'objectif, de matériel, d'immuable,
voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des rapports, des postures différentes, des complémentarités, etc. Donc, non, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas parce que la religion s'est emparée du phénomène de croyance pendant des siècles et des siècles que ça en fait un fait religieux. Ok. Les croyances existent en dehors du fait religieux. Les croyances existent en dehors du fait de la laïcité ou pas de la laïcité. Et on est tous imprégnés de croyances de toute façon dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit au travail ou pas au travail. Donc, Et, et c'est vrai que quand on a préparé, tu m'évoquais une croyance, par exemple, le client est roi. Ça, c'est oui, une croyance. oui, c'est une croyance dans le sens où une croyance, c'est quelque chose que l'on prend pour vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça peut l'être, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et donc, il y a, comme on est empreint de tout un tas de conditionnements, on ne se rend même plus compte à quel point euh, euh, ces conditionnements peuvent être changés si on le veut. Donc, on a entendu dans tout un tas d'entreprises pendant très longtemps, et même dans les écoles de commerce ou autres, voilà, le client est roi, il faut satisfaire le client. C'est une posture. Je ne dis pas qu'elle est vraie, enfin qu'elle est juste ou qu'elle est fausse. C'est une posture. Si on part du principe, on part de la croyance que le client est roi, on va adapter tout un tas de comportements, de normes, de régulations pour faire en sorte que cette hypothèse soit vraie. Donc, une croyance amène des conséquences particulières. Si par contre on se dit, mais non, le client n'est pas roi, moi j'avais eu cet exemple avec un salon de coiffure où le patron m'avait dit, mais moi quand j'ai appris mon métier, on m'a dit, partout on te dit que le client est roi, mais le client n'est pas roi. Ce qui compte, c'est que tu aies fait un bon travail, que tu sois satisfait de ton travail. Si toi, tu es satisfait de ton travail, le client sera satisfait. Et c'est une autre posture qui amène d'autres conséquences, d'autres régulations, d'autres modes de fonctionnement. Laquelle est la plus juste? Mais ça questionne le management parce qu'on peut remplacer le client par le management, en l'occurrence. Donc, et le management et la culture d'entreprise, etc., etc. Bien sûr. Ça donne une orientation, en fait. Bien sûr. On va essayer de replacer quelques définitions, quelques mots qui me semblent assez intéressants. Alors, il y a peut-être le premier, on s'était dit le mot travail. Donc, on en a peut-être déjà parlé. Est-ce qu'on peut faire un jeu de définition? Parce que tu me disais, il faudrait créer un glossaire en entreprise, tant on emploie tout un tas de mots à mauvais escient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire peut-être le mot de travail, un peu d'anthropologie du mot, pour le rappeler à tout à chacun? Alors, déjà, le terme travail, alors, il y a le mot en tant que tel et il y a tout ce que ça représente. Okay. Donc, bon, il y a énormément de termes qui sont utilisés et qui ont, comme pour croyance tout à l'heure, qui ont des conséquences différentes. À la base, ce qui est intéressant de remarquer au niveau anthropologique, c'est que la notion de travail, en fait, c'est une construction sociale. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est une invention qui a été produite par nous pour nous faciliter le fait de travailler, de vivre ensemble, ou de travailler ensemble si on parle de l'entreprise. Mais au départ, anthropologiquement parlant, quand on regarde tout un tas d'autres communautés, ou les nôtres, il y a très longtemps, à la préhistoire ou autre, la notion de travail, elle n'existe pas. C'est la notion d'activité qui existe. Alors, ça peut paraître théorique parce qu'évidemment, on ne sait pas comment les hommes préhistoriques discutaient entre eux, etc. Mais ce qui se passe, c'est que l'activité, c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose pour subvenir à pour remplir 3 rôles fondamentaux de n'importe quelle vie en communauté. C'est un rôle de subsistance. Donc, la base étant comment on fait pour manger, pour s'abriter, mais aussi comment on fait pour rester en bonne santé, pour se faire du bien, etc. Donc, subsistance ou bien vivre. Hein. Un rôle social, donc comment on fait pour rester ensemble, pour faire lien, pour faire en sorte qu'on fasse partie d'une communauté, d'une famille, voilà, ensemble. Et un rôle identitaire dans la construction individuelle de chacun au sein de cette communauté.
Donc, on peut prendre n'importe quelle activité, elles doivent répondre à ces 3 fonctions-là. Mais après, à partir du moment où on parle de travail, avec ce que ça implique comme… il y avait un petit post là sur les réseaux sociaux où tu avais mis travail, ça vient de trépalium, voilà, qui signifie instrument de torture. Au départ, c'est le trident qui était utilisé pour torturer pendant le Moyen-Âge. Donc, on voit bien là l'aspect pénibilité, labeur, quelque chose vraiment qui demande qui demande une énergie particulière et qui n'est pas forcément agréable, satisfaisante. Mais en fait, la notion de travail s'est construite en parallèle de la notion de loisir. Donc aujourd'hui, quand on parle de travail et de loisir, en fin de compte, c'est un binôme qui, à l'origine, a été conçu non pas uniquement en Occident, hein, dans tous les empires, dans toutes les cités-États. Dès que la communauté était de taille suffisamment importante, qu'il a fallu la structurer, créer des hiérarchies, etc., il a fallu répartir le fonctionnement de ce qui était nécessaire pour la viabilité de ces communautés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En hiérarchisant, il a fallu donc créer cette dichotomie de population qui était un instrument de conditionnement, d'une certaine manière, pour la libération de l'homme après la mort. Donc, il y a à la fois quelque chose qui a été récupéré par les religions, et là, je ne parle pas uniquement de la judéo-chrétienté, hein, ça s'est trouvé en Amérique centrale, en Asie, etc. Donc, il y a une sorte de récupération, c'est faites bien ce qu'il y a besoin de faire pour pouvoir accéder au paradis ou équivalent par la suite. Donc, c'est une mainmise en fin de compte, hein, c'est une sorte de servitude volontaire qui s'est mise en place dans les communautés de grande taille. Et en même temps, c'est une question de gestion du temps. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le travail, c'est ce que l'on fait pour accomplir sa tâche communautaire et pour, dans l'absolu, atteindre le paradis. Mais en même temps, quand on regarde le loisir, au départ, loisir, ça vient du latin licere, qui veut dire ce qui est permis, c'est-à-dire c'est le temps libéré, le temps autorisé quand on a fini son travail, comme si le temps n'était pas une ressource à disposition naturelle. Donc on voit bien là tous les conditionnements sociétaux qui ont été mis en place, alors pas par une personne, évidemment, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est au fil des siècles à ce stade. Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à partir du moment où c'est une construction sociétale, ça veut dire qu'on peut le déconstruire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle de notre société, avec justement les questions de rémunération de travail, de temps de travail à distance, pas de travail à distance, enfin, avec tous ces bouleversements, toutes ces évolutions qui se passent dans la société et dans le monde du travail, dans le monde professionnel au sens large, on peut se dire, on peut revoir les choses de manière complètement différente. Et la notion de temps de travail, de temps de loisir, etc., elle est à revoir complètement. Et la notion de douleur au travail, de ce tripalium-là, ou ce labeur ou autre, on peut le transformer. Et au lieu de parler de travail, moi, je suis plutôt pour parler de profession ou de métier qui a un aspect complètement différent, étymologiquement, historiquement. La notion de profession, c'est quand on fait une déclaration publique pour dire quelles sont nos compétences, etc., et pour lesquelles on est rémunéré, en contrepartie desquelles on est rémunéré. Voilà. Un métier, ça vient au départ, c'est l'artisanat, ce sont les gens de métier. Donc, il y a la notion de créer quelque chose, mais en même temps, il y a la notion sacrée qui intervient, c'est-à-dire on fait ça pour… Il y a la notion d'œuvre. Chef-d'œuvre des Compagnons du Devoir, par exemple. Et dans nos activités professionnelles, certains sont dans cette tendance d'œuvrer, littéralement, donc avec le sacré, mais il y en a combien qui ont une activité professionnelle désincarnante, qui les vide, qui les épuise. Et là, on peut parler de travail, d'emploi, de job, de poste, enfin tout un tas de mots vides, en fait. Un poste, c'est une place. C'est vrai. Un poste, c'est une place. C'est vrai. Ah oui, un poste, c'est un poste de travail, en fait. Voilà. Alors, pardon? Un emploi, c'est une occupation ou une tâche. Il n'y a pas de dimension sacrée là-dedans. Il n'y a pas de dimension de réalisation de soi-même. Il n'y a pas une dimension de contribution à quelque chose. On est un objet parmi un autre. Et on effectue une tâche comme
un rouage d'une ligne de prod serait nécessaire. Donc, Ah, c'est incroyable. l'idée d'utilité de nécessité est là, mais l'idée d'épanouissement et de contribution vivant n'est pas là, par exemple. Ah, c'est Après, c'est incroyable. pareil, le terme carrière, si je reste dans le terme carrière, au départ, c'est un terme militaire. C'est un terme militaire qui veut dire c'est un terrain aménagé pour une action particulière. Donc, quand on parle de c'est quoi ta carrière professionnelle, c'est comme si quelque chose était aménagé euh, avant même de faire le chemin. C'est-à-dire que tout est déjà jalonné et on n'a même plus de spontanéité et de liberté de nos choix parce que tout est déjà jalonné. Le terme carrière professionnelle, c'est affreux comme terme quand on y réfléchit bien. Même si on Bien sûr. Et du coup, il faut choisir quoi? Parcours professionnel? Qu'est-ce que tu choisis? Parcours? Ça marche ou Alors pas? déjà, qu'est-ce qu'il faut choisir? J'en sais rien, chacun fait ce qu'il veut. Pardon. Voilà. Mais bon, après, moi j'aime bien le terme de profession ou de métier parce que ça rejoint le fait qu'effectivement on fait quelque chose, mais que il y a la notion de contribution et il y a la notion d'épanouissement personnel. Donc ça, c'est l'idéal. Mais évidemment, tout le monde n'en est pas là. Et voilà. Mais bon, j'aimerais que tout le monde puisse parler de profession ou de métier. Ouais. Dans le sens, hein, après, chacun prend le mot qu'il veut. Mais c'est vrai que tu sais, on est en train de parler dans tout ce qui est raison d'être des entreprises. Déjà, si on remplaçait, je l'avais marqué, je crois, dans mon deuxième livre, moi, le mot travailler par le mot œuvrer. Oui. En fait, déjà, de base, tu n'as pas du tout la même notion du travail et peut-être un effet de transcendantal, ça nous dépasse en fait. Enfin, et je me disais, en fait, il suffit de changer. À quel point le simple fait de poser une question différemment, à quoi œuvres-tu dans la vie ou versus à quoi travailles-tu dans la vie, ça change la donne. Alors, il y a iPhone Martin, alors c'est peut-être Émilie, je ne sais pas, qui dit chemin professionnel parce qu'à chacun, il y a un chemin. Parce que effectivement, donc tu nous as conseillé le mot profession, tu nous as conseillé le mot métier, et pour le parcours à l'intérieur de l'entreprise, qu'est-ce que tu choisis plutôt qu'en termes de carrière? Moi, j'aime bien le terme cheminement, j'aime bien le terme… Alors, itinéraire, c'est pareil, c'est quelque chose qui est déjà jalonné. Donc, alors, je ne dis pas que ce n'est pas bon, ça convient à certaines personnes aussi. Mais il y a certaines personnes qui ne se retrouvent pas là-dedans, qui ont besoin de chemin de traverse, etc. Et pour ces personnes-là, le terme d'itinéraire ou de carrière, ça ne correspond pas du tout. Voilà. Donc, je ne suis pas non plus pour dire il faut exclure certains mots. Ce n'est pas ça, c'est que c'est intéressant de regarder la pluralité de ce qui existe et de trouver les termes qui correspondent le mieux à chacun en fonction de qui il est, de comment il évolue, de ce dont il a besoin. Certains ont besoin de jalons préformatés et d'autres ont besoin d'un terrain vague sur lequel ils vont construire eux-mêmes. Et dans ce cas-là, cheminement, c'est plutôt sympa. Oui, ça dépend. parle bien. Ouais. On parlait tout à l'heure des valeurs en disant parfois c'est pas incarné, c'est un exosquelette qui est probablement qui va pas chercher des croyances et peut-être une émotion aussi, du goût, du ressenti. Du coup, pour toi, les valeurs, souvent on dit pour créer du sens, faut passer par les valeurs. Et on s'était posé la question, est-ce que les valeurs, ça suffit à recréer du sens dans l'entreprise ou pas? Alors déjà, valeurs, est-ce que ça suffit à recréer du sens pour qui en entreprise? Pour les dirigeants ou pour les collaborateurs? Pour les collaborateurs. Moi, enfin, ça dépend ce qu'il y a un dirigeant, si un RH est un dirigeant ou pas, mais non, plutôt pour les collaborateurs. Parce que le dirigeant, c'est lui qui a posé ses valeurs. Du coup, il est généralement vaguement en adéquation avec. Oui. Ou alors il reprend le flambeau, mais bon, je pointe ça exprès parce qu'il y a vraiment une nuance. Les valeurs, elles sont importantes. Les valeurs, ce sont des règles de fonctionnement. Enfin, c'est inclus dans les règles de fonctionnement quand on dit la valeur de notre entreprise, c'est, je ne sais pas, la rapidité d'exécution, enfin bon, peu importe. Donc, ça fait partie des règles de fonctionnement de l'entreprise. Donc, elles sont importantes pour la gouvernance. Et comme je disais, c'est une sorte d'exosquelette, c'est-à-dire c'est une structure. C'est à la fois des éléments qui donnent la structure et qui donnent le cap. Donc, c'est important. Pour les collaborateurs, s'ils ne sont pas d'accord avec les valeurs, il ne faut déjà pas qu'ils signent leur contrat de travail. Déjà, il y a un couac quelque part. À partir du moment où ils sont d'accord avec ces valeurs, ça veut dire qu'ils acceptent les règles de fonctionnement. Ils acceptent l'orientation. Est-ce que le client est roi ou est-ce que c'est tu fais ton job comme tu veux, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas à
à créer du sens. Et d'ailleurs, rien que le terme créer du sens, ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que le sens… Déjà, le sens, c'est un mot polysémique. déjà, Tu c'est un mot plusieurs, la polysémique. direction, le sens, le toucher, l'odorat. Enfin, déjà, ça commence par là, si je Déjà, résume. ça commence par là. Et puis, surtout, c'est qu'on parle de sens. Pourquoi? On est dans une société où on dit qu'il y a une crise de sens. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'on est désincarné, en fait, de tout un tas de choses. Il y a une quantité d'incohérences phénoménales. Il y a un manque de… il y a un manque de notion d'utilité dans ce qu'on fait. Mais en fin de compte, autour de cette notion de sens, il est question d'implication, il est question de cohésion, il est question de motivation, il est question de tout ça. Et tout ça, ça fonctionne comment? Ça ne fonctionne pas en nous dictant des choses de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Et donc le sens, ça fait sens ou ça ne fait pas sens. On ne peut pas créer du sens. Le sens, c'est comme la confiance ou l'amour. On ne peut pas dire à quelqu'un « aie confiance en moi ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on ne peut pas imposer, il n'y a pas d'injonction au sens. Ça fait sens ou ça ne fait pas sens. Et il n'y a pas… c'est comme ça. On a chacun des logiques, des postures différentes. Donc, pour que ça fasse sens pour nous, en fait, c'est important que ça fasse sens pour chacun des collaborateurs de travailler là où ils travaillent. Pourquoi? Parce que c'est la dynamique individuelle, c'est ça qui est lié aux émotions, c'est ça qui fait que ça bouge à l'intérieur. Donc, si ça s'active à l'intérieur, on est mobilisé pour pouvoir agir et pour pouvoir agir correctement. Donc, les valeurs, de mon point de vue, ne suffisent pas à créer du sens. D'abord parce qu'on ne crée pas du sens, on met en place les conditions permettant que le sens puisse jaillir, se révéler, etc. Mais c'est tout. Donc, si les collaborateurs n'ont pas la possibilité, d'une manière ou d'une autre, de se relier, de faire sens avec les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire que leurs croyances soient en adéquation, soit une déclinaison des valeurs de l'entreprise, bah, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Alors du coup, il y a Isabelle qui dit, dans une entreprise, disons anarchique, où la direction décide par bienveillance de dicter ses valeurs à un moment donné, parce que voilà, difficile ensuite de tomber juste avec les valeurs de chacun des collaborateurs. C'est vrai que si les valeurs, elles n'ont pas été coécrites, parce que souvent on dit, il faut que les valeurs, elles soient coécrites par les salariés, mais il y a aussi ceux qui arrivent plus tard, qui se disent, enfin la réalité c'est que surtout quand tu signes ta fiche de poste, les valeurs, de temps en temps, ça te passe à 100 000. Enfin, parce que les gens ne savent pas encore ce que c'est, en fait, et l'importance. Et les valeurs vont sûrement prendre de plus en plus d'importance, mais comment est-ce qu'on fait quand des valeurs ont été posées probablement à un instant T avec bienveillance, par un patron qui voulait, puis ça change, en fait. Nos valeurs aussi peuvent changer au fil du temps parce qu'on se rend compte, on les réaligne, on les retravaille mieux. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour réaligner les collaborateurs avec les valeurs de l'entreprise? Est-ce que c'est possible? Alors, tout est possible. Après, tout dépend comment on s'y prend, le temps qu'on a, les moyens qu'on a, mais tout est possible. Si tu as quelqu'un qui vient te voir en te disant voilà, je voudrais ressembler à telle autre personne, qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va dire mais tu es toi. Donc tu peux t'inspirer d'une autre personne, mais tu ne pourras jamais devenir cette autre personne. Et bien, une entreprise, c'est pareil. Une entreprise, c'est un être vivant, alors qu'il y a une complexité différente de nous en tant qu'être vivant, mais c'est un écosystème. Tout comme nous, individuellement, on est un écosystème. Donc, je trouve, je ne suis pas d'accord quand on venait me voir au moment pour travailler des valeurs d'entreprise en disant, voilà, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est revenir à l'histoire de l'entreprise. Elle vient d'où? Elle a été créée comment? Par qui? Quelles ont été ses épreuves traversées? Comment ça s'est passé? Et les valeurs vont jaillir de l'histoire de l'entreprise. Les valeurs, ce sont les traits de caractère, on va dire, de l'entreprise, qui s'adaptent aussi à l'environnement dans lequel elle est, parce qu'en fonction de l'évolution de la société, évidemment, les valeurs peuvent évoluer. Elles peuvent même passer du blanc au noir ou inversement, mais ça va se faire dans une logique d'évolution de l'histoire de l'entreprise. Si comme ça, du jour au lendemain, on dit voilà, telle valeur maintenant c'est au centre et qu'elle n'a pas été
accueillir, réserver, adapter avec ses autres valeurs, ses autres modes de fonctionnement, pour moi, ça ne prendra pas. Ça fera comme une greffe qui ne prendra pas. Alors, on aura beau payer des consultants et mettre en place des groupes de travail en interne, si la greffe n'a pas pris, elle n'a pas pris, quoi. Mmh. Je sais que quand on avait échangé ensemble à ce propos-là, tu m'avais dit, je l'avais noté, pour tout ce qui est motivation, implication, sens, cela ne vient pas avec des valeurs, mais avec du vivant. Oui. Et avec des liens, entre autres aussi avec les croyances. Donc c'est peut-être ça aussi l'incarnation d'une valeur, mais qui va se transmettre probablement tout au long du cycle de la vie par un onboarding, tu vois, déjà, par Oui. quelqu'un m'a dit la dernière fois, tu fais un anglicisme avec onboarding et j'ai pas été foutue de trouver la France, comment on dit en français? Si quelqu'un a la réponse, parce que j'ai été bien d'accord avec son propos, mais j'ai pas trouvé Mais truc de ouais, bienvenue. J'ai pas Audrey. Bon, pardon. ouais, Si accueil quelqu'un ou a je un sais jour la pas, mais réponse qui lui monte au cerveau, je suis preneuse parce que intégration. intégration, Effectivement, accueil, ouais, intégration. choses comme ça, ouais. Accueil, ouais. Ouais. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, c'est une question de vivant et que ça va pas, on peut pas les imposer, on peut que les incarner les uns avec les autres Ben, avec une sorte disons de que, perméabilité. alors, je vais moduler un petit peu. On Ok. peut toujours les imposer, c'est une façon de faire. Sauf que si on impose, il va y avoir un risque de rejet énorme. Alors, avec des démissions, des pertes d'implication, enfin bon, tout un tas voilà, tout un tas d'actes qui vont montrer que ça prend pas, la mayonnaise prend pas, quoi. Mais ça peut fonctionner. Enfin, je veux dire, si on prend à d'autres échelles dans certains pays, quand on impose certaines normes ou certaines règles ou certaines contraintes, allant même jusqu'à dictature ou autre, ben, ça fonctionne bien, hein, quand on impose et qu'on prend les mesures restrictives qu'il faut pour que ce soit vraiment imposé. D'une certaine manière, ça fonctionne. Sauf que pour le vivant, ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Donc, si on veut que ça fonctionne dans une entreprise et que l'entreprise reste saine, bienveillante, humaine, etc., effectivement, ça passe forcément par le fait qu'il y ait des équipes, des groupes de travail. Alors, il ne s'agit pas de faire des groupes de travail pour faire des groupes de travail, mais simplement essayer d'aller puiser tout ce qui se passe aux différents niveaux de l'entreprise pour savoir, OK, c'est quoi la spécificité de cette entreprise? Quelle est la singularité de cette entreprise à tous les niveaux? Et là, on va pouvoir arriver à avoir des valeurs qui collent à la réalité. Donc forcément, ça oblige à ce que le vivant soit activé, qu'on ne soit pas juste dans des process mortifères, mais qu'on soit dans une émulation, un jaillissement avec des témoignages de chacun. Est-ce que du coup, alors ça, c'était pas prévu, mais je me pose la question, est-ce que ça vient, est-ce qu'on peut poser les valeurs d'une enfin, coposer, collaborer pour créer les valeurs d'une entreprise ensemble, si on n'a pas fait de travail individuel, si on n'a pas, pardon, si on n'a pas chacun fait un travail individuel. Parce qu'on peut penser qu'une valeur en est une, pour soi, alors qu'en fait, c'est juste la norme familiale, la norme sociale, etc., qui nous l'a fait penser bonne. Est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, une perméabilité entre les deux ou pas? Il n'y La a peut-être pas question de est réponse à ma vaste. Non, mais question, hein. la question est complexe. Spontanément, j'aurais envie de dire, ben forcément, si on a travaillé sur soi, on a de la prise de recul, on a un esprit critique, on a une capacité de se remettre en cause, etc. Donc, ça paraît plus évident. N'empêche qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur moi, et qui, en fin de compte, dans ces qualités-là, quand je dis qualité, c'est pas, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais qui, en fin de compte, sont quand même pas très à l'aise avec la remise en question, sont pas très à l'aise avec les critiques, sont pas très à l'aise avec la prise de hauteur. Et à côté de ça, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de travail sur elles, officiellement, et qui ont un aplomb, une justesse, un discernement de fou. Donc, Ok. j'ai envie de dire, le travail sur soi devrait amener à ça, mais je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui ont travaillé sur elles soient en mesure de mieux
contribuer. Et je pense que certaines personnes qui n'ont jamais fait officiellement de travail sur elles sont quand même tout à fait capables de contribuer. Ma réponse est rhétoriquement, j'avais une question vaguement rhétorique. Ah, j'ai plein d'autres sujets. Peut-être le sujet du vocabulaire guerrier dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, la notion de combat, de guerre, l'entreprise, peut-être naturellement, moi de temps en temps je m'entends dire, faut pas qu'on dépose les armes. Je me dis mais c'est pas moi qui dis ça, mais je dirais ça dans un univers normal. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça influe? Je pense que oui, je pense que ça influe. Après, moi, je suis pas partisane de ce vocabulaire guerrier. Je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que insidieux. D'abord, à partir du moment où il y a un vocabulaire guerrier, ça veut dire qu'il y a une peur qui est mise en place. Donc, il y a déjà une alimentation des phénomènes de peur. Alors, peur réelle ou pas, d'ailleurs, mais voilà, on est d'emblée sur attention, attention, attention. Donc, la peur est là. Donc, on peut pas bien fonctionner quand on est en situation de peur, déjà, individuellement et collectivement. Quand il y a une peur de subsistance, oui, qui est courte, suffisamment intense et courte pour partir, pour ne pas se faire avaler ou pour se cacher ou autre, oui. Mais quand on installe un phénomène de peur sur la durée, c'est forcément pas bon. Voilà, anthropologiquement, c'est vicieux en fin de compte, hein, ça nous délite. Voilà. En plus de ça, qui dit guerre dit ennemi. Donc ça voudrait dire qu'on doit agir, donc attaquer ou se défendre face à un ennemi. Donc on est en plus de ça à alimenter un système binaire où il y a les bons et les méchants. Donc on se place forcément du côté des bons et les méchants, c'est forcément les autres, ou l'autre, ou enfin bon, voilà. Alors que la vie est quand même beaucoup plus complexe et plus riche et plus vaste que ça. Donc je trouve que c'est dangereux de se limiter. Voilà, restons dans la complexité sans en faire quelque chose de perverti. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très dangereux. Et en plus de ça, qui dit guerre dit ennemi, mais on parle de quel type d'ennemi? Voilà, et là, on n'est pas au clair sur qui ou quels seraient ceux ou ces ennemis. Donc, si on ne sait déjà pas qui sont les ennemis, enfin, je ne sais pas, moi, il y a un truc, pour moi, ça ne fait pas de sens. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Alors, non seulement ça ne fait pas de sens, mais en plus de ça, je trouve ça dangereux parce que ça contribue à nous effriter au lieu de nous mobiliser, de nous consolider, de nous raviver, de nous donner un cap, de collaborer. Enfin, voilà. Ça très, très pernicieux. Est-ce que l'entreprise doit se caler sur le vocabulaire de l'extérieur ou est-ce que c'est trop violent peut-être que d'aller parler, de dire on va construire ensemble et tout va bien aller? C'est quoi le juste milieu entre les deux? Après, j'ai plein de questions pour toi. Alors, c'est ça qui est intéressant et qui est extrêmement complexe, je trouve, dans le monde de l'entreprise, c'est que l'entreprise, elle est à mi-chemin et donc elle peut jongler comme elle veut. Donc, elle peut jongler comme elle veut, ça lui donne de la liberté et ça lui donne aussi des difficultés de posture et des responsabilités d'un autre ordre par rapport à l'individu. L'individu, soit il est noyé dans une foule et à ce moment-là, il contribue juste à la foule, mais sans avoir le discernement, puisque par essence, la foule prend le dessus sur l'idée individuelle. Et l'individu peut agir en tant que, on va dire, citoyen, membre d'une société civile, plurielle, voilà, qui évolue continue. L'État, le pays, les institutions suivent un chemin particulier. Les entreprises, elles sont entre les deux. C'est-à-dire qu'elles peuvent décider de suivre ce qui se dit au niveau étatique institutionnel. Donc là, tout va dépendre aussi des entreprises. Il y a des entreprises qui sont tellement proches
des institutions étatiques, elles n'ont pas beaucoup le choix pour s'y prendre différemment, ou alors il faut vraiment jongler. Et puis il y en a d'autres qui peuvent se dire, mais moi je vais me mettre du côté d'une parole de la société civile qui me convient, parce que c'est en me mettant en contre-pouvoir constructif par rapport à ce qui se dit au niveau étatique que je vais pouvoir faire bouger les choses. Donc, en fin de compte, je ne sais pas ce que l'entreprise doit faire, tout dépend ce qu'elle veut faire, comment elle veut contribuer. Ouais, Est-ce bien qu'elle sûr. veut se mettre du côté, on va dire, institutionnel, à suivre le mouvement imposé par l'État, ou est-ce qu'elle veut faire partie, être un individu particulier de la société civile pour faire bouger les lignes, en Mm. fait. Les sociétés, les sociétés, elles fonctionnent, ça a toujours fonctionné comme ça. Il faut des éléments stabilisateurs, des éléments d'inertie, ce qui en général, c'est le rôle des institutions, de l'État, des lois, etc. Et on a besoin d'éléments perturbateurs, des électrons libres, des créatifs, voilà, tout un tas de personnages ou de communautés, on va dire, qui vont venir dire, mais restez pas là, empêtrés dans ce que vous faites, faut que ça bouge, faut que ça bouge. Et c'est comme ça que les sociétés évoluent. Mm. C'est tout le temps avec ce jeu de balance. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus stables dans l'inertie, où les institutions prennent le dessus, et il y a des moments où ça bouge beaucoup, et c'est là où les institutions sont chamboulées, parce qu'il y a, on va dire, la société civile ou des communautés qui font bouger les choses. Et donc, les entreprises aujourd'hui, elles choisissent. Mm. J'ai répondu Alors, à je vais ta te question? poser les questions. Ça va partir un peu dans le désordre, mais c'est pour poser les C'est questions pas grave, je vais de essayer de tous ceux suivre. qui nous regardent. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment, plusieurs personnes qui cherchent si vous avez une autre idée pour remplacer l'horrible formule travail sur soi. Donc, si je résume, ça serait profession sur soi. Qu'est-ce que tu proposes? Pareil, moi, j'aime pas non plus le mot développement personnel. Par quoi tu remplaces ça? Moi, j'aime bien le terme de cheminement ou de cheminer, j'aime bien le terme d'avancer, j'aime bien le terme de grandir. Apprendre à grandir, j'aime bien le terme de passer des portes, parce qu'à chaque fois, il y a des paliers aussi, hein. Mm. Heu, Si on a cheminé, c'est joli. Parce qu'on dit si on a fait un travail sur soi, mais si on a cheminé, c'est déjà on n'a pas fait, oui, l'action elle n'est pas passée, on est encore en cours, et puis c'est c'est pareil quand joli. on dit: «On a fait un travail sur soi, ça y est, c'est fini», quoi. Enfin, Mm. il y a alors qu'en fait, c'est jamais terminé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me pose d'autre comme question? En marketing, ancien monde aussi, le vocabulaire est guerrier, cible, suspect, captif, guérilla. C'est vrai, tout ce jargon du marketing, on en parlait avec le professeur Jean-Pierre Houppe la semaine dernière, les Mmh. deadlines, etc., etc. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus, le poids de tout ce vocabulaire en permanence et est-ce que ça a du sens de dire l'ancien monde, le monde d'avant? Est-ce que ça a du sens de dire le monde d'après? Alors, plusieurs questions. Alors sur ce vocabulaire guerrier et cetera, je pense que ça a été utilisé, d'abord, il ne faut pas oublier, voilà, le marketing, enfin, je suis pas experte en marketing, hein, mais de ce que je connais, le marketing, il est né, entre les 2 guerres, globalement. Le marketing récent, avec ces idées de fabrique du consommateur, par Bernays et cetera. Donc ça s'est fait dans l'entre-deux-guerres. Donc le vocabulaire guerrier, il était dans les mentalités des gens qui avaient déjà traversé la Première Guerre mondiale. Mmh. Donc je pense que c'est pour ça aussi, qu'il a été utilisé. Il y avait une sorte de légitimité, vocabulaire connu de tout le monde, on savait de quoi on parlait, il y avait voilà, il y avait des liens émotionnels faits par rapport à cette période de Première Guerre mondiale vécue, donc c'était légitime. Hem, je je pense que c'est l'une des raisons, en tout cas, qui explique ce vocabulaire guerrier spécifique au marketing. En même temps, ça amène quoi? Ça amène aussi la notion de pouvoir, d'autorité, de capacité d'agir, qui est importante dans le monde professionnel. C'est fondamental qu'on ait conscience et qu'on ait la possibilité d'avoir une capacité d'agir. C'est ça justement qui est discuté aussi beaucoup par des personnes, notamment en burn-out ou en difficulté,
on va dire, psychiques dans le monde du travail. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, on leur a enlevé, ou en tout cas, enfin bref, elles n'ont pas cette capacité d'agir. Et donc la capacité d'agir, c'est en lien avec l'autonomie, c'est en lien avec l'autorité qu'on a. Est-ce qu'on fait autorité? Est-ce qu'en tant que professionnel, on fait autorité? C'est-à-dire, est-ce qu'on est valable? Est-ce qu'on tient la route? Est-ce qu'on est pro? Et avec la notion donc de pouvoir. De pouvoir. Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux faire mon job? Voilà. Et je pense que le vocabulaire guerrier, il est là aussi pour rappeler ces notions-là. Donc moi, je serais plutôt d'avis de revenir sur ce vocabulaire neutre, de capacité d'agir, de pouvoir d'agir, de faire autorité parce qu'on connaît son boulot. Voilà, je trouve que c'est plus neutre et plus constructif. Après, parler d'ancien monde, de nouveau monde, par rapport à quoi? Par rapport au Covid? En fait, c'était ça la question? Alors non, c'est tout simplement que Béatrice a marqué en marketing ancien monde aussi, le Ah oui, vocabulaire est d'accord. guerrier, machin. Mais moi, c'est comme elle a marqué le mot ancien monde, nouveau monde, monde de demain, est-ce que ça a du sens d'employer tous ces mots? Est-ce que ça a une résonance particulière ou pas? Alors, oui. Oui, parce que de toute façon, ceux qui disent qu'on va revenir à la normale après, voilà, je ne partage pas leur avis. Je ne suis pas d'accord qu'on va revenir à la normale. On va retrouver une normalité, mais qui ne sera pas la normale qu'on a connue avant. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en situation, c'est ce que j'expliquais récemment, avec mon analyse, on est en train de vivre la 9e mutation anthropologique, vraiment. Alors, le Covid n'a été qu'un déclencheur du truc, hein, c'est pas dû au Covid, mais on est vraiment en train de vivre une mutation anthropologique dans le sens où tous nos repères sont en train de bouger. Notre rapport au corps, notre rapport aux liens sociaux, notre rapport au travail, justement, notre rapport à l'espace, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Alors après, ça ne va pas se faire en 2 mois, en 3 mois ou même en 1 an. On était déjà, il y avait déjà il y avait déjà la germination de tout ça, et ça ne va pas s'arrêter dans 1 an. Je ne sais même pas si de mon vivant, je verrai le monde d'après, en fin de compte. Parce que ça peut prendre plusieurs décennies, en fait. Bien Hein. sûr. Quand on passe d'un type de société à un autre, quand on regarde, quand on passe par exemple de l'Antiquité au Moyen-Âge, ça ne s'est pas fait en 3 ans. On est vraiment dans ce type d'époque-là. De Alors mutation. justement, Audrey demande, quelles sont les autres révolutions anthropologiques qu'on a pu déjà vivre pour qu'on ait peut-être Alors, un référentiel? oui, alors en termes de révolution anthropologique, la première a été le bâton, l'utilisation du bâton. On parle souvent du feu, de la domestication du feu comme grosse mutation, mais la première, ça a été le bâton, parce qu'avec le bâton, ça évitait à nos ancêtres de se baisser pour fouiller. Ça leur évitait de grimper pour décrocher quelque chose. Donc le bâton, comme extension de la main, leur a permis, ça a été le premier outil fabriquer, hein, parce que trouver voilà, le bon bâton, etc. Et ça leur a permis en fait de changer leur environnement et de changer leur type d'action. Alors après, il y a eu la domestication du feu avec voilà, le fait de pouvoir passer à un autre type d'alimentation, ce qui a fait changer le corps, ce qui a fait changer aussi les rapports sociaux parce qu'on se retrouvait autour du feu. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont évolué. Il y a eu l'agriculture et la sédentarité, il y a eu l'invention de machines mécaniques, mais aussi bien la roue, la charrette, le bateau. Voilà, il y a 8 typologies jusqu'à aujourd'hui, incluant le numérique. Voilà, l'écriture, les moyens de communication. Ce qui fait que à chaque fois, c'est tous nos modes de fonctionnement individuels et sociétaux et collectifs qui ont été changés de manière drastique, sans retour en arrière possible. Oui, finalement, c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que je pense.
Alors, tu m'avais. Alors, pareil, on me redemande aussi, est-ce qu'on peut changer les mots gestion du stress, gestion des émotions? On l'avait évoqué dans d'autres webinaires sur le fait que on ne gère pas son stress, en fait. On l'apprivoise, c'est pas la même chose. Est-ce que tu as d'autres mots pour ces deux. C'est Ouais, des mots qui apprivoiser, embêtent. je trouve que c'est pas mal. T'as dit quoi, pardon? Je dis apprivoiser, je trouve que c'est pas Apprivoiser. mal comme terme. Moi, enfin, quand j'accompagne des personnes en situation de transition, voilà, ou passer un cap, ou voilà, une transition particulière, souvent ça revient ça. Mais en fait, moi, ce que je leur dis souvent, c'est important d'accueillir et de se laisser traverser, en fait. Donc oui, c'est apprivoiser, mais quand on apprivoise, en fait, on maintient captif d'une certaine manière. C'est-à-dire on transforme la nature. On apprivoise un chat ou un oiseau, il va devenir domestiqué. Et là, l'idée, c'est pas de domestiquer le stress ou de domestiquer les émotions. En tout cas, c'est pas ma posture. Je dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais je pense pas que ce Transcender. soit la bonne solution de les domestiquer. Je pense que en tout cas, ma posture et ma croyance, je reviens sur les termes de tout à l'heure, c'est d'accepter et de se laisser traverser. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les peuples premiers, d'une certaine manière, où en fait, on mentalise tellement, donc c'est ça le problème de nos sociétés, c'est que c'est trop dans le ciboulot, quoi. Et il y a aussi cette injonction à être parfait, à bien faire, à faire plus, mieux tout le temps, alors qu'en fait, et donc en faisant ça, on se crispe et on n'est pas en mesure d'accueillir et de se laisser traverser, en fait. C'est comme si on se mettait des frontières, comme si on fermait les frontières. Alors que dans d'autres populations qui ne vivent pas avec ces conditionnements-là, on se rend compte que bah, c'est pas grave, ça passe, ça coule, quoi. De toute façon, on est fait de contradictions internes. On est fait de contradictions internes et c'est ça le vivant aussi, c'est que ça crée, ça détruit et notre part destructrice ou de colère ou autre, elle fait partie de notre vivant. Donc pourquoi essayer de l'apprivoiser en même? Enfin, je sais pas. Ouais. Le transcender peut-être. Le, Mais bon, ouais, après. le transcender, ouais, C'est. ouais, ouais. Tu m'avais dit quelque chose de très intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur la définition du mot valeur. Tu m'avais dit que c'était un terme scientifique, ce qui a une valence, qui attire ou qui répulse. Tout à l'heure, on parlait de, comment ça s'appelle, de créer des valeurs pour l'entreprise. Isabelle évoquait cette notion de co-création. Certains nous ont dit bah, il faut être influent, qu'on n'a pas tous la même Bon, j'ai un problème avec les mots. La malléabilité Malléabilité. voilà, face à l'imposition d'une valeur. Qu'est-ce qu'on se dit à un moment donné? Est-ce que tous les collaborateurs qui ne vibrent pas peut-être avec une valeur, parce que tu parlais de tout à l'heure que ça se vivait, que c'est un peu, alors moi c'était le mot incarné, mais c'est peut-être pas le bon mot, ils partent? Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces salariés une fois qu'on a posé des valeurs? Bon, si on reprend l'étymologie, enfin l'histoire ou l'étymologie du terme valeur, c'est comme tu disais, c'est ce qui a une valence. C'est-à-dire au départ, c'est un terme de physique et de chimie. Donc c'est ce qui attire ou c'est ce qui repousse. Donc ça a transposé dans l'univers des sciences humaines et sociales, on va dire, transposé à l'humain, ce sont donc des critères qui autorisent ou qui interdisent. Donc, c'est juste du go-no-go, pour reprendre le vocabulaire entreprise. C'est d'accord ou c'est pas d'accord. Donc, c'est clivant. C'est clivant. De toute façon, c'est clivant. Donc, une valeur, c'est quelque chose que l'on accepte, enfin, c'est quelque chose qui autorise ou qui interdit. Donc, un collaborateur, quand il rentre dans l'entreprise, ça fait partie de son contrat de travail. S'il n'est pas d'accord avec ces valeurs-là, soit il fait avec, et donc il va être en contradiction interne avec lui, il trouve un compromis, ce qui est faisable, ça peut se faire. Ou alors il dit non, c'est pas pour moi, et il va voir ailleurs. Et la réalité du terrain, c'est quand même que la dernière fois, j'avais fait un sondage qui était capable de me donner les 3 valeurs de son entreprise ou les valeurs
Je te garantis qu'il y avait même des DRH qui le savaient pas. Donc, voilà, c'est aussi une réacculturation et peut-être une réappropriation, je suis désolée, je suis fatiguée aujourd'hui, de l'importance du sujet, surtout demain, parce qu'une valeur va nous piloter aussi. C'est-à-dire que Oui, quand on va devoir prendre des décisions rapides, est-ce que ça coïncide ou pas? Est-ce que ça match avec les valeurs? Ça peut être intéressant. J'ai parlé des DRH, ressources humaines, richesse humaine. Qu'est-ce qu'on emploie? Est-ce qu'il est affreux ce mot? bah, moi je le trouve Est-ce que les affreux, mais collaborateurs sont des ressources? Qu'en est-il? Quid de ton positionnement et par quoi remplacer? alors, d'abord, je vais. C'est facile de critiquer, mais j'ai pas grand-chose de mieux à proposer. Donc, D'accord. je pars de là, déjà. Ok. Euh, je trouve que ressources humaines, c'est affreux parce que une ressource, ça s'épuise. C'est ce qu'on s'était dit en préparation de l'émission. Une ressource, ça C'est vrai. s'épuise. Un être vivant, ça se régénère. Donc, le terme ressources humaines appliqué aux collaborateurs, je trouve ça très, très, très moche et très décevant et ça induit forcément aussi quelque chose par rapport à… oui, ça induit une mentalité particulière. Donc, ça ne me plaît pas. Capital humain, c'est pareil, hein, c'est moche. Donc, On a deux propositions que tu ne vois pas parce que je pense que tu n'as pas ouvert le chat en même rendre temps, qui heureux. sont rendre heureux. Alors, c'est vrai, je l'ai entendu récemment, je trouve ça absolument génial. Et richesse humaine. Richesse humaine. Ouais. Oui, moi j'aime bien richesse humaine. J'aime bien parce que le terme richesse, il est suffisamment ouvert pour que… ouais, il est suffisamment ouvert et il n'a pas cette connotation d'instrumentalisation de On peut l'individu avoir. dans Ouais. l'entreprise. Rendre heureux, c'est bien, j'aime bien aussi. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que l'objet ou l'intention de l'entreprise est de rendre heureux les collaborateurs? Et là, ça se discute. Non, c'est rare. Mais Là, ça faire se discute. grandir. Il y a la notion de faire grandir Oui. que je trouve intéressante. C'était un de mes stagiaires, enfin, qui était passé un jour et qui m'avait dit, tu vois, Catherine, vous parlez des meilleures entreprises où travailler, il faudrait réfléchir aux meilleures entreprises où grandir. Oui. Il avait 19 ans, ou Mm. 18 quand il a sorti ça, j'avais trouvé ça Mais génial. c'est exactement ça, hein. C'est faire grandir et c'est comment contribuer au Mm. mieux. Parce Ouais. qu'il y a toujours les deux, Mm. C'est vrai. deux Et aspects. Christophe dit, malheureusement, le burn-out est la preuve que l'humain s'épuise. On laisserait entendre que le terme ressources humaines est parfois justifié. Mais si on commence à changer les mots, je l'évoquais, je ne sais plus si je l'avais évoqué ici, si je crois que j'avais évoqué ici, quand quelqu'un m'a dit le reconfinement, moi j'ai entendu heureux confinement. En 2 mots, en fait. Quand il me disait le reconfinement, Mm. et ben, je vous garantis que en fait, ce poids du mot Mm. change. Alors, je dis pas que mon Mm. confinement soit heureux, hein, disons-le, hein, mais ça change le regard qu'on porte. Il nous reste pas beaucoup de temps. Dites-moi ce que vous voulez qu'on aborde, parce que moi, dans ma liste, j'avais les mots outils, réseau, culture, nomade, qui sont des mots qu'on emploie à mauvais escient. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je les prends en priorité. Quel est le mot qui t'agace le plus dans une mauvaise utilisation, Audrey? Tu as le droit d'être agacée. C'est peut-être pas le bon mot. Où tu Non, te mais dis, je ah suis là là, c'est agacée pas le bon. régulièrement, hein. Oui, oui, je peux m'agacer assez vite même. Le mot outil, peut-être. On va peut-être commencer par outil. Ouais, outil, c'est pas celui qui m'agace le plus, enfin, c'est pas le mot qui m'agace, c'est cette course au suroutillage. Outil, c'est intéressant. Au départ, outil et ustensile, c'est la même racine, hein, dans la terminologie, et ça veut simplement dire, au départ, un objet nécessaire. Donc, c'est un objet qui est fabriqué manuellement, qui a donc des propriétés physiques pour produire quelque chose, pour produire ou transformer quelque chose. Ça, c'est les 3 composantes. Et l'outil permet à la fois de produire quelque chose et permet à son utilisateur de réfléchir sur lui-même. Il y a un effet miroir, ce qui fait que l'outil
a une dimension sacrée dans le sens où l'outil permet l'éveil de la personne. Il suffit de regarder ou d'écouter les artisans quand ils travaillent le bois, quand ils travaillent, peu importe, on voit comment ils sont à toucher la matière avec leurs outils. Il y a quelque chose de sacré, il y a une dimension transcendantale qui intervient. Donc, l'outil révèle le matériau et révèle l'individu. Donc, ça fait, en fin de compte, de trois éléments, la personne, l'outil et la matière travaillée, il n'y en a plus qu'une seule à la fin. Donc, il y a quelque chose de transcendantal. Et aujourd'hui, l'outil me pose des questions. Pourquoi? Parce que ça me pose vraiment problème. L'outil n'outille plus. On a tellement d'outils de partout que l'outil n'outille plus. Alors que, quand même, au départ, un outil, c'est fait pour outiller. Et surtout que l'outil devient vivant, parce que souvent, finalement, on se disait, autrefois, l'outil ne nous appelait pas pour qu'on aille utiliser le rabot. Par contre, maintenant, l'outil nous interpelle avec des notifications sans arrêt. Exactement. C'est plus forcément un objet, parce qu'il y a énormément d'outils dématérialisés. Ils sont plus forcément utilisés manuellement. Et en plus de ça, ils sont plus forcément utilisés pour produire. Donc, pourquoi, enfin, si l'outil, c'est 4 critères, 4 éléments fondamentaux, et que dans les outils qu'on utilise aujourd'hui, il n'y a plus aucun de ces 4 éléments, à quoi ça sert de continuer d'utiliser ce mot outil? Enfin, c'est pas le bon. Donc, en fait, c'est juste pas le bon. Voilà, à quoi ça sert? En fait, l'outil, ça sert à quoi aujourd'hui? Et là, là, il faut 1 heure pour ça. Ok, on va pas rentrer dessus, mais par contre, il y a Isabelle qui dit, dans mon entreprise, on évite le mot de guerre, mais on s'emploie à se servir d'un vocabulaire sportif. Par exemple, le mot équipe, etc. Ouais. Est-ce que ça c'est plutôt chouette parce qu'il y a une sorte il y a la notion de défi, la notion d'équipe, la notion de sport, ça pourrait être intéressant. Ça peut être sympa, après avoir, mais tout dépend le type d'entreprise aussi, hein. Après, vocabulaire sportif, on peut aller aussi vraiment dans la compétition, la concurrence, etc. Donc après, tout dépend le type d'entreprise, tout dépend sa culture d'entreprise, justement. Et le type d'équipe aussi, probablement. Voilà, il y a des équipes où on cherche aucune... Enfin, il y a des équipes où tu as des gens qui adorent la compétition, c'est par nature et par essence, et tu en as d'autres où ils ont besoin de collaboration, et dès que tu mets de l'ego là-dedans, tu es sûr de ne pas sortir le bon outil. En l'occurrence, si vous avez d'autres questions, vraiment, je les prends, parce que sinon, je continue encore 2-3 minutes pour poser les mots. Alors, tu m'as dit aussi le mot nomade. On se plante sur le mot nomade. Pourquoi ? Un nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de lieu d'habitation fixe ou de lieu de travail fixe. Et aujourd'hui, on parle de nomadisme dans le travail pour parler de mobilité. On peut être mobile sans être nomade. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Sinon, ce n'est pas juste une question de rhétorique, hein. C'est vraiment le fait qu'en appauvrissant notre vocabulaire de cette manière-là, on s'appauvrit nous aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour grandir, pour cheminer, pour évoluer et pour faire avancer la société, si on s'appauvrit chacun en utilisant un vocabulaire à côté de la plaque? Si on perd des mots, en fait, on perd de la subtilité, on perd tout ça. Alors, j'ai des questions qui me viennent. En message privé, un ancien employeur utilisait le mot but pour chaque contrat signé, alors que c'était un harceleur et un tyran. Donc, voilà, il y a aussi ça qui existe. En privé, on me demande, est-ce qu'il y a un danger à transformer les mots pour faire passer une réalité abjecte comme acceptable? Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? Parce que c'est vrai que le mot peut... comment ça s'appelle ? À moins que tu t'entendes la question, Audrey, ou est-ce qu'un exemple t'illustre ? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, donc un exemple m'aiderait. Ok. Alors, en attendant, le mot coach qui fait grand débat, qu'en penses-tu ? Alors déjà, c'est anglais. Coach, c'est comme parcours, hein. C'est un terme équestre et militaire au départ. Donc, il y a cette notion de... Il y a cette notion de guider. Je ne sais pas. Le problème avec le mot coach, c'est que pour moi, le mot coach, c'est comme le terme commercial ou le terme enseignant. En fait, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'on voit bien l'idée globale, mais il est tellement pluriel qu'en fait, il ne dit pas grand-chose.
Donc, Mm. je suis un peu embêtée, en fait. Ok, Je suis un par peu ce embêtée. mot-là. Surtout que Alors, il maintenant, y a il y a des Agnès. réglementations ou pas. Enfin, voilà, Mm, on est attitré ou pas, mm, assermenté ou pas. Enfin, bon, voilà. ouais. Il y a Agnès qui propose basiquement, bon, bah, on va recréer des mots, hein. On va... Mais oui, ce qui est la réalité, on en crée sans oui. cesse. Pour peut-être, pour Tout l'exemple comme qui les me vient métiers, hein, d'ailleurs. Hein. On est voilà, en c'est train de ça. créer tout un On tas de crée des métiers. mots Il y en pour a les plein qui métiers. disparaissent, il y en a de nouveaux qui se créent. Mm, Donc, mm, c'est le courant normal de l'évolution. Hein. mm, mm. Alors, deux choses, par exemple, la distanciation sociale, ça pourrait être une réalité abjecte comme acceptable. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue sur notre imaginaire collectif, ce mot de Moi, je pense. Oui. distanciation? Est-ce que parce qu'on parle de distanciation, naturellement, on va se distancier les uns des autres au-delà, ben, au-delà du virus et au-delà du temps? Je pense que oui, parce que c'est la vitesse supérieure par rapport à quelque chose qui était déjà en cours, Mm, de notre éloignement à notre corps. On s'éloigne de notre corps. Déjà, rien que dans nos activités professionnelles, quand on voit le nombre de personnes qui sont dans des activités de service, qui sont comme, c'était Ken Robinson qui disait qu'on était des cerveaux sur pattes mm, mm, dans une de ses conférences TED. Et c'est vraiment ça. Les personnes qui sont dans le domaine du service aujourd'hui, elles sont rares, celles qui utilisent leur corps. Donc, on est vraiment concentré dans la tête, dans le mental, mm, donc il y a un éloignement du corps. On est de plus en plus sédentaire, assis face à un écran toute la journée et mm, pendant les activités professionnelles et en dehors. Donc on connaît de moins en moins notre corps, on mm, se l'approprie de moins en moins. Voilà. Et donc la distanciation sociale en rajoute une couche. Là mm, où dans certaines cultures, il y a encore les traditions de massage de bébé dès le départ pour justement c'est ce lien par le toucher qui crée la richesse et la sensibilité des individus. Nous, ça fait bien longtemps qu'on a oublié tout ça. Alors même si mm, voilà, ça tend à revenir un petit peu, enfin, on n'est pas encore sur des habitudes pour la totalité de la mm, population. mm. Et donc, on s'éloigne de notre corps, on se désincorpore au fur et à mesure. Et Un ce peu qui se plus. passe avec les confinements successifs, là, en rajoute une couche. Donc oui, je Mm. trouve que c'est dangereux. Il y a Mélanie, non, Nathalie qui disait, c'est peut-être un exemple du message perso qui m'arrivait en parallèle, le mot transformation dans un projet de transformation culturelle, par exemple. Est-ce que ça pourrait ne pas être transformer les mots pour faire passer une réalité abjecte comme acceptable? Mais Ce mot transformation qu'on met aussi à toutes les sauces, hein. alors ça, oui, ça ça fait partie des termes qui m'agaçaient beaucoup quand j'étais en entreprise, parce que je travaillais beaucoup sur des sujets d'accompagnement du changement, ce qu'on appelait accompagnement du changement ou Oui, change. change Euh, management. et C'est voilà. beaucoup mieux en anglais. Et c'est pareil, ça veut tout dire et rien dire. Transformation, on change la forme, mais le fond reste le même. Donc, s'il suffit de changer la couleur du papier cadeau, on change la couleur du papier cadeau, mais ce qui est dedans reste la même chose. Donc, transformation, ça peut être utile par moment, mais transformation pour transformation, ça ne sert pas à grand-chose. Une transformation, ce n'est pas la même chose qu'une mutation, Ah, qu'une évolution, qu'une adaptation. Enfin voilà, c'est pareil. Il y a ce que je disais tout à l'heure avec le travail et ce qu'on utilise comme synonyme, alors qu'il y a vraiment des nuances de fond extrêmement riches. Il y a la même chose au niveau de la transformation de l'entreprise. hmm. Une Eh transformation, ben, ouais, attention, tu très m'as souvent, relancé sur le c'est débat évolution, mutation, transformation. Là, en plus, je pense qu'on pourrait refaire une heure sur ce oui. sujet. Alors, les gens me disent qu'ils doivent partir, c'est bien normal, on est en retard Mais hein, oui. pour le moment, mais tout le monde te dit que c'était passionnant. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Le mot burn-out, épuisement professionnel, t'en penses quoi de ce mot? Bah, Burn-out? il dit bien ce qu'il dit, hein. Bah, parce que oui, mais la traduction n'est pas exacte. Bon, c'est cramé, en fait. C'est cramé, mais dans certains cas, les gens sont quand même bien cramés, hein, Je non? vois Christophe, t'as mis ton micro. Oui, non, je me permets, Audrey. Oui, Oui, tu as bonjour. raison. Effectivement, le français, pour moi, fait pas, respecte pas la maladie. Parce qu'on effectivement, là, je vois, il y a des amis à moi qui sont passés par là. On est effectivement brûlé de l'intérieur. Et quand on parle d'épuisement professionnel,
pour moi, on perd ce côté incendie de l'intérieur, et c'est bien dommage. Oui. Même si j'utilise le mot burn-out en permanence. Hein. Moi, je me suis posé la question, tu vois, souvent aux équipes, je dis attention, enfin, on fait une course d'endurance, donc ça rejoint le vocabulaire sportif, et je crois que c'est Isabelle qui disait ça tout à l'heure, et je dis sans arrêt, il ne faut pas se cramer. En fait, en se disant, on est en train de faire un marathon, on n'est pas en train de faire un sprint, en l'occurrence, il ne faut pas se cramer. Et on s'était rendu compte, dans l'équipe, de deux choses. On emploie beaucoup du vocabulaire visuel. Déjà, quand on parle, on dit tu vois, on métaphorise beaucoup. Et j'avais des gens dans l'équipe qui sans arrêt m'employaient le vocabulaire du feu. En fait, je suis en feu, je suis trop chaude. Est-ce que si on regarde les champs lexicaux des mots qu'on emploie, en fait, qu'est-ce qu'on me disait? Je ne sais pas si Ali, elle est là, si tu te rappelles de Marie-Alix, ce qu'elle nous disait tout le temps. Mais des trucs, je suis morte. Enfin, est-ce que ça a un impact, tous ces mots? Enfin, je suis morte de fatigue. Oui, et puis c'est du vocabulaire symbolique. Hein, quand on dit ça, enfin tout ce qui rejoint le feu, en fait, on est dans du vocabulaire alchimique. Hein. Mais en même temps, c'est pas que alchimique, c'est physique. C'est-à-dire que si on travaille en excès, on surchauffe. Ça turbine là-dedans, ça turbine dans le corps. Enfin, voilà. Et physiologiquement et alchimiquement, on est dans le feu. Donc, le feu, c'est utile, ça réchauffe, mais au bout d'un moment, ça crame, quoi. C'est l'excès qui n'est pas bon. Donc, évidemment qu'on utilise toujours, même si on n'en a pas conscience, un vocabulaire symbolique et métaphorique. Mais justement, c'est là que c'est intéressant, c'est de creuser ce vocabulaire métaphorique, parce que c'est celui-là qui révèle énormément de choses. Moi, je le vois avec les personnes qui me contactent souvent. Elles me disent, mais comment tu as trouvé ça? Comment tu as vu ça? Je fais, mais c'est pas moi, j'ai rien trouvé du tout, c'est toi qui me l'as dit avec ton vocabulaire. Et souvent, c'est du vocabulaire symbolique, en fin de compte, qui se révèle. Donc oui, c'est super intéressant, très, très intéressant. C'est hyper intéressant parce que tu vois, à la base, on parle d'anthropologie, de poids des mots, etc. Et tu as toujours une notion de sacré qui arrive là-dedans dans une société où finalement on désacralise absolument tout par peur, en fait, peut-être de faire des maladresses et autres. Et toi, finalement, tu reviens toujours à cette notion de sacré adogmatique, en l'occurrence, sans religion quelconque, mais le caractère sacré, finalement, c'est aussi ça, le caractère sacré des mots qu'on a peut-être oublié au fil du temps. Ça, je trouve ça incroyable. Les entreprises, elles l'entendent quand ils arrivent avec ce vocabulaire. Alors, il faut expliquer. Il faut expliquer, mais pour moi, c'est fondamental. Et c'est vraiment, dans mon analyse, ça n'engage que moi tout ça. Chacun prend ce qu'il veut, ou pas d'ailleurs. Mais je pense que la société actuelle en est là où elle en est aujourd'hui parce que elle a oublié de s'appuyer sur l'importance de l'incertitude et du sacré. C'est ce que j'explique dans le livre qu'on conseille à tout le monde. D'un point de vue anthropologique, il y a 6 axes sur lesquels nous, individuellement, ou les sociétés se repèrent, on va dire, se repèrent et se construisent. Et dans notre société actuelle, on a mis de côté l'incertitude, puisqu'il faut tout prévoir, tout organiser, il n'y a pas de place au risque, etc. Et le sacré a été mis de côté parce que le sacré était relié au religieux. Et donc, séparation des pouvoirs, laïcité, voilà, on met le sacré de côté. Et là, on voit ce que ça donne. Si on met le sacré de côté, ça veut dire qu'on met le rapport au vivant de côté. C'est-à-dire qu'on met le rapport à la transcendance de côté. On met le rapport à la verticalité, c'est-à-dire agir concrètement en étant relié à plus grand que soi, de côté. Et ça, ce n'est pas religieux, ce n'est pas dogmatique, c'est juste le fait qu'on soit des êtres vivants. Et participer à son humanité. Complètement. On participe. Et c'est ce qui arrive dans le monde de l'entreprise, cette fameuse raison d'être, ces sociétés à mission, etc. etc. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Parce que moi, je peux y faire 3 heures, et j'ai bien compris que la pause café, on se dit toujours c'est une demi-heure et allez, je
régulièrement jusqu'à 40, 45. Alors, attends. Il y a quelqu'un qui me dit tchoup. Ah, ben, j'ai pas le début. J'ai pas le début. J'ai pas le début. Ah oui, pardon, il y a aussi des… non, ça y est, j'ai le début. Il y a aussi des entreprises qui, dans le nom même de l'entreprise, se positionnent. Alors, regarde l'optimisme, en l'occurrence, mais regarde des… je ne sais pas, des mutuelles militantes, machin, etc., etc. Est-ce que le poids d'un mot, finalement, est bénéfique dans le nom d'une entreprise? Nous, on n'a pas réfléchi plus de 5 minutes. Hein. Je ne sais jamais posé cette question il y a 5 ans, c'est venu tout seul. Mais c'est vrai qu'à posteriori, je pourrais me poser la question en me disant, est-ce que ce n'est pas trop limitant? Est-ce que ça ne nous impose pas de changer? À un moment donné, j'avais mon ancien patron, il m'a dit, moi, je vais créer le pessimisme en parallèle. Puis après, je me suis dit, peut-être que je le reprendrai, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pose le décor. Donc, l'avantage, c'est que c'est clair d'emblée. L'inconvénient, c'est que ça impose une responsabilité d'agir en cohérence avec le nom de l'entreprise. Là où si on s'appelle, si l'entreprise s'appelle Carré Bleu, bon, voilà, oui. Carré Bleu, ça ne dit pas grand-chose, quoi. L'optimisme, bon, vous avez sauf intérêt sur à assurer par derrière, hein. C'est ça. Donc, c'est qui tout double, en fait. C'est-à-dire, soit il y a vraiment une cohérence, ça fonctionne du feu de Dieu, ou alors on n'y arrive pas parce qu'il y avait quelque chose de trop ambitieux dans le terme, et là, ben, flop, quoi. Donc, mais moi, je trouve que c'est très bien. Hein. Et j'ai un dernier mot, et après, parce que là, ça y est, on a quand même vraiment dépassé le timing. Le mot transition, plutôt que le mot transformation, que le mot évolution, qu'est-ce que tu en penses du mot transition? C'est peut-être le bon. Transition, c'est un terme générique que je préfère au terme de transformation, parce que transformation, on change la forme, mais sinon, il n'y a rien qui change. Donc, voilà. Transition, il y a un passage. Le passage, il peut être abrupt ou il peut se faire sur la durée. Il peut être minime ou il peut être d'importance. On ne sait pas si c'est dans la forme, dans le fond. Ça peut être les deux. Je trouve que c'est le terme générique qui convient le mieux. Après, à adapter en fonction des situations. Mais pour avoir un terme générique, je trouve que celui-là est beaucoup plus approprié. Plus neutre, et puis c'est vrai que… On a un peu survolé le nombre de sujets qu'on aurait pu évoquer ensemble, donc je recommande chaudement ton livre pour aller au-delà. Il y a Alison qui vous a mis le lien vers le livre, qui vous a mis le lien vers ton site web aussi. Il y a ton LinkedIn aussi. Moi, Facebook. Et Facebook, mais j'invite tous nos intervenants à être de plus en plus actifs sur LinkedIn, parce que c'est d'utilité publique, en fait, de comprendre tout ça et de permettre aux gens de prendre un pas de recul. Juste avant, le live auquel j'étais avant, on évoquait la notion du temps, et ce temps, il est nécessaire parce qu'il formate nos cerveaux, et on ne se rend pas compte que pour aller créer l'entreprise de demain, il faut qu'on ait une approche de plus en plus systémique et qu'on comprenne, en fait, tous ces petits indicateurs qui nous conditionnent au quotidien. Tout le monde te dit merci. Merci à tous. Voilà, j'ai plein de merci. Je vous remercie tous d'avoir participé. On va vous envoyer le programme. Je suis à la bourre, c'est de ma faute, c'est pas la faute d'Anne ou d'Alison. C'est qu'on a tellement d'intervenants qu'on est en train de réfléchir lesquels sont prioritaires sur la fin de l'année parce qu'on en a besoin. On pense vous faire un atelier avec une kiné probablement. Un atelier, je vais avoir par contre, c'est certain, Yves Le Bihan sur, je ne sais pas si vous le connaissez, le fondateur et l'écrivain du livre sur le leader positif. Il m'a envoyé le meilleur jeu de société sur les biais cognitifs. Il a créé un jeu de cartes avec Olivier Sibony que vous avez pu avoir. Mais écoute, c'est peut-être un truc un peu… J'ai commencé à le partager sur Instagram, mais c'est génial parce qu'en fait, on tire une carte et on regarde tous les biais… Enfin, on prend un sujet et on regarde tous les biais qui ont influencé notre décision. Je trouve ça génial. Et il a co-créé ça avec Olivier Sibony et il nous parle incarner. Tu parles aussi beaucoup dans ton livre de verticalité, d'intériorité, etc., etc. Donc, ça va avec tout. Tout le monde dit que c'était passionnant,
voilà, l'histoire des mots et autres. Je suis désolée, je fais souvent un monologue avec mon intervenant en ce moment parce que je prends vos questions au fil de l'eau. Mais merci beaucoup, Audrey. Merci à tous d'avoir participé. On se tient au courant. Anne vous renvoie dans un petit mail toutes les références. Audrey, si tu as des articles, tu nous en avais fourni quelques-uns Oui. que Anne a mentionné, mais par rapport à ce qui a été dit, n'hésite pas si tu veux aller enrichir un propos. On vous envoie le mail récapitulatif et puis on vous dit, alors je crois que ça va être dans 2 semaines le prochain événement. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, j'ai des messages privés qui m'arrivent, j'arrive pas à les lire en même temps. C'est pas grave. Merci à tous. Merci d'avoir pris le temps de vous interroger au poids des mots dans nos emplois du temps un peu stressés. Puis j'espère que ça vous a enrichi, que vous allez transmettre en interne tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Belle journée à tous.